L'élection de Trump, bon, effectivement, on ne pouvait pas passer à travers, c'est ce qui conditionne toute la politique du monde. Et je dirais que personne euh, n'a pu ne pas remarquer que, eh bien, en fait, voilà, c'est un grand coup d'État auquel on est en train d'assister, qui est opéré par la branche ce que j'appelle de la franc-maçonnerie, des satanistes, enfin, qui est représenté que représente Biden. Hein. On connaît les vidéos où on voit Biden en train de tripoter des enfants, enfin bon, en public ou des choses comme ça. Donc ça ne fait aucun doute. Hein. On voit bien ce n'est pas une élection, comme j'avais pu le décrire, ce n'est pas une élection qui est normale, hein, entre guillemets, mais c'est une élection qui est à travers laquelle donc s'opère une véritable révolution. Alors j'ai pour habitude de dire que la démocratie est opérante lorsque effectivement il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'opposition. On le sait bien en France, les fils, enfin qu'on en a, hein, des républicains, ces fameux démocrates, sont les enfants des révolutionnaires. Cette même révolution qui, il y a 200 ans en France, euh, enfin voilà, tuer des enfants, des prêtres dans des conditions les plus abominables, où il y avait même des tanneries du côté de Nantes pour faire des selles à chevaux avec de la peau d'enfants et de femmes. Donc les gens qui, 2 siècles après, ce sont exactement les mêmes et qui sont là, et s'ils jouent le jeu de la démocratie, c'est parce qu'ils ont coupé les têtes. Donc là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est que mais Trump véritablement remet en question tout le système, y compris dans les fondements les plus pervers, puisque quand il a été opposé à Biden pendant le débat, on a même vu la modératrice, en fait, la personne qui a arbitré le débat, qui voulait lui couper la chic, en fait, qui voulait lui couper la parole, lorsqu'il a abordé ces histoires de pédosatanisme, où Biden n'a strictement rien répondu. Donc on a bien affaire à deux camps qui s'opposent, et ce qui se passe, c'est que les démocrates savent très bien, mais ils ne peuvent pas faire autrement, parce que Trump remet le mondialisme en question. Enfin, c'est tous ces acquis qui existent depuis 1776, je dirais, depuis la Révolution américaine. Je l'avais noté déjà dans un de mes livres, où le père de la Constitution américaine, Benjamin Franklin, lorsqu'il y a eu des travaux, donc en 1998 à Londres, dans la maison qu'il a occupée donc de 1757 à 1775, au 36 Carver Street en face Trafalgar Square. Donc on a retrouvé des ossements, etc., etc. Et on sait très bien, parce que ça c'est le Time qui avait fait un article là-dessus, entre autres, que Benjamin Franklin, donc le père de la Constitution américaine, euh, adhérait à un club sataniste qui s'appelait le Hellfire Club. Donc il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui se passe, si ce n'est que pour une fois, il y a un candidat, donc Trump, qui incarne véritablement le camp des chrétiens, le camp du bien. On le voit, donc c'était le premier président à proposer sa participation pour une manifestation pour la vie. Enfin, bon, il y a plein d'exemples et ce fameux débat, donc, hein, où on assistait véritablement à quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ces satanistes savent très bien qu'ils ont la tête sur le billot. Alors non seulement les satanistes, enfin ce que j'appelle les démocrates, là, pardon, mais bon, ce sont les mêmes. Tous ces francs-maçons savent très bien qu'ils ont la tête sur le billot aux États-Unis et aussi dans le monde entier, parce que tout ça, c'est un monde qui se tient, qui ne fait qu'un ensemble et qui est un monde effectivement supranational, international. C'est ce qu'on peut leur appeler l'international socialisme. Et donc Trump remet tout ça en question. Donc qu'est-ce qui risque de se passer? J'avais mis l'hypothèse que si Trump perdait, il y aurait certainement un coup d'État de sa part parce que ce ne sont pas, je le répète, des élections comme les autres, c'est véritablement une remise en question donc des fondements de la politique, hein, où c'est le bien qui s'oppose au mal. Et qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que Trump, effectivement, a gagné les élections. Donc, toutes les irrégularités qui ont pu être notées, elles sont nombreuses, qui ont été filmées même, hein,
et qui n'ont pas échappé à l'œil du grand public, puisqu'on a vu tout d'un coup Biden exploser dans le comptage des voix, alors que Trump avait 0 voix, enfin, contre Biden qui en avait 200 000 tout d'un coup, enfin, des choses complètement inouïes. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Donc Trump porte ça devant la justice, et il est fort possible que effectivement les démocrates qui ont donné le mot d'ordre à la presse de couper la parole à Trump, etc., mais ils vont jouer cette carte-là jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce coup d'État qu'ils veulent, parce qu'ils n'ont pas d'autre chance, parce que c'est tout leur plan mondialiste qui traîne depuis 200 ans, ces plans-là qui sont menacés. Donc il est fort possible que courant novembre, on ait une tentative de coup d'État de la part de ces gens-là. Alors, oui, ça ne serait pas tellement, je dirais, ils ont déjà préparé le terrain, puisque déjà la presse donc, ne relaie absolument pas, et ça va même jusqu'au tweet, ne relaie absolument pas Trump. Donc on est tout à fait dans cette logique, et ils ont les mains libres pour opérer, en quelque sorte, pour essayer de chasser Trump de la Maison-Blanche. Et c'est ce qui a déjà été dit, donc, par un des démocrates, qu'il fallait, par la force, chasser Trump. Donc on voit bien qu'ils donnent le « là », qui donnent une certaine note pour aller, et qui vont dans cette direction-là, parce qu'ils n'ont aucune chance de réussir avec la justice. Donc les semaines qui arrivent vont être primordiales, et il est fort possible effectivement qu'il y ait une tentative de coup d'État qui s'opère, parce que les démocrates ne peuvent pas attendre le jour donc, des résultats, le jour où l'enquête va être remise, par la haute cour de justice, ils ne peuvent pas attendre ce moment-là, donc il est fort possible qu'ils tentent quelque chose, et que la presse, effectivement, la presse européenne, qui, on le voit bien avec le coronavirus, joue le jeu du mensonge, et bien, elle va continuer ce qu'elle a commencé de faire aux États-Unis, effectivement, donc pour aller dans cette logique de coup d'État. Alors on voit bien qu'il y a des présidents qui, là aussi, hein, se rangent du côté de Biden, sans aucune honte, hein, donc il y a bien une logique mondiale à travers cela, et ils veulent structurer une logique de victoire ou de vol électoral. Donc on est typiquement dans une logique démocratique, il faut bien le dire, il va falloir effectivement être prudent pour... et il risque de se passer effectivement des choses pour les jours à venir. Il y aura certainement des surprises parce que les démocrates sont tous sauf idiots, et ils ont certainement, je pense, tout prévu. Voilà, parce que il y a une grande remise en cause de leur fondement, y compris du pédosatanisme, qui avait, on connaît l'Institut Clinton, ou ces choses-là, voilà, financées par des grands rois à la hauteur de 500 000 euros, etc. Un grand roi musulman, soi-disant musulman. Voilà. Donc l'actualité, elle s'imbrique, cette élection présidentielle s'imbrique parfaitement, mais avec le mensonge du coronavirus. Hier, c'était samedi 6 décembre, à Leipzig. Il y avait une démonstration, ou du moins une manifestation qui avait été interdite en cours. Et donc dans la presse, c'est toujours pareil, on vous dit qu'il y avait 20 000 personnes, en fait il y en avait 80 000 personnes, la police était complètement débordée. À cela s'ajoutent plusieurs choses. Donc en Allemagne, c'est que Merkel menace je ne sais pas comment, mais parce qu'il faudrait encore le faire voter, mais enfin bon, on sait bien que les députés sont là pour valider toutes les inepties. Merkel parle de 5 ans de prison pour les gens qui seraient des négateurs du coronavirus. Alors ça nous rappelle bien entendu quelque chose. En Allemagne, donc, il y a aussi un fait tout à fait intéressant par rapport au coronavirus. C'est qu'il y a un travail qui a été fait par une élite intellectuelle, bien souvent qui est nationaliste, qui n'a pas du tout été fait en France, parce que les nationalistes sont des gens du pouvoir. On le voit encore avec la famille Le Pen qui dit tout et n'importe quoi, qui parle de discipline, alors qu'il faut parler surtout que le coronavirus est un gros mensonge. Donc ces gens, je le répète, je vais faire très court, sont complètement achetés
pour distiller ce genre d'ineptie, alors que le coronavirus est une tentative de dictature la la plus dure depuis l'existence de l'humanité, puisque elle fait inéluctablement appel à la nanotechnologie, à toutes ces technologies nouvelles pour, pour effectivement réduire l'humanité à néant. Et en Allemagne, donc, vous avez une chanteuse qui était bien connue en France, une chanteuse allemande, qui maintenant doit avoir une soixantaine d'années, qui s'appelle Nena, et qui a pris elle aussi le camp donc, de l'anti-coronavirus. Donc elle est soutenue avec, par le plus grand rappeur allemand que j'avais déjà mentionné, qui est très connu ici, Xavier Naidoo. Donc on voit qu'en Allemagne, cette histoire des 80 000 participants à Leipzig ne sont pas le fait du hasard. En France, c'est tout à fait différent puisqu'il n'y a pas d'intellectuels ou de groupes d'intellectuels ou de dissidents qui se sont véritablement attaqués au coronavirus. Ils font semblant, mais ils n'ont strictement rien fait. C'est la grande différence avec l'Allemagne. Vous avez par exemple, ça je le dis à chaque fois, un grand journal nationaliste qui tire à 40 000 exemplaires, qui a organisé les premières manifestations. Donc il s'agissait de compacts, et à sa tête, vous avez un rédacteur en chef qui, faute de ne pas être obèse, comme celui qu'on a en France, est un grand intellectuel qui a écrit une vingtaine de livres, traduits, dont un avait été préfacé par Jean-Pierre Chevènement. Donc on a des gens qui réfléchissent et qui sont véritablement au devant de la scène pour ne pas faire des calembours, mais pour véritablement proposer des solutions, aller de l'avant. Et c'est ce qu'on appelle effectivement des intellectuels, des gens libres, des gens qui pensent et qui mettent leurs pensées, je dirais, au bout de leur sabre, ou que sais-je. Et en tout cas, ça porte ses fruits, ça porte ses fruits. On voit qu'en Allemagne, il y a des choses qui se passent, au même titre que maintenant ça se passe en Italie ou en Espagne. Mais en tout cas, l'histoire de Nena, l'histoire de tous ces gens qui sont des artistes, ont bien compris que le coronavirus était une dictature et donc ils ont pris les devants, ils prennent des positions qui sont des positions très courageuses. Il y a, oui, par rapport au coronavirus, une chose qui a attiré mon attention, c'est un film que je mentionne quelquefois qui représente une terre complètement tiers-mondisée, c'est-à-dire que complètement pauvre, une population pauvre, qui est regroupée dans des régions du monde, etc. Et ce film, donc, c'est Hunger Games, où des enfants sont sélectionnés pour mener un jeu, enfin, je crois qu'ils sont peut-être une vingtaine, il doit y avoir un ou deux survivants. Donc tout est permis. Et en fait, ça décrit très clairement, ce film Hunger Games, ça décrit très clairement donc l'état d'aujourd'hui, puisque on voit bien que nos hommes politiques veulent mettre à mort toute l'économie et arriver à un état de tiers-monde pour l'économie occidentale. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que le président donc, de la planète, hein, parce qu'il n'y a plus de nation, s'appelle Coriolanus Snow, Snow donc comme neige, et on est dans l'anagramme en fait du mot coronavirus. C'était très intéressant de le mentionner. Et ça, c'est pour les gens qui sont un peu initiés. Donc, il y a un train dans ce film. Ce film montre un train en fait qui est à une vitesse extraordinaire et quand les enfants, donc les concurrents qui vont s'opposer jusqu'à la mort, se déplacent donc pour aller sur le lieu donc de leur compétition, on va dire mortifère, ils constatent que le train va à une allure enfin, qui est extraordinaire et qui fait certainement appel à une technologie qui est au-delà de ce que l'on connaît. Ça me rappelle là aussi des personnes en Allemagne qui sont des youtubeurs assez connus et qui mentionne cette existence de technologies supérieures en parlant dans le cadre donc. Alors je sais qu'un public français peut avoir, si c'est un public qui n'a pas la notion de lecture étrangère, lecture américaine ou autre, parce qu'en France on est assez refermé sur nous-mêmes et on n'a pas de gens réellement qui sont notamment chez les nationalistes qui nous portent, on va dire, sur une actualité, sur des débats qui sont donnés ou qui ont lieu à l'étranger. Donc,
on est chloroformé, on est fermé, et on le voit bien, même dans les journaux nationalistes, on repense ce qui a été fait 50 ans avant, mais on n'est pas, même dans ce qu'on appelle ce que j'appelle la pseudo-dissidence, on est dans la contestation pardon, de caniveau, mais il n'y a pas quelque chose réellement, il n'y a pas une dynamique qui va de l'avant. Alors tout ça, je le dis parce que ces gens-là sont véritablement achetés, les procès ne vont jamais jusqu'au terme, c'est-à-dire que ces gens ne sont jamais emprisonnés. Il n'y a qu'à regarder, ce sont des talmudistes. Bon. Et donc, tout est sclérosé. Et ce que je constate chez les youtubeurs allemands, donc vous en avez des très connus, de différentes formes, comme Olivier Janich, qui est un ancien du Spiegel, du Stern, donc c'est une grosse tête, on va dire, qui a traîné ses guêtres, un ancien de gauche, qui a traîné ses guêtres dans la grande presse. Donc. Et quand vous regardez ces youtubeurs, certains vous parlent de villes souterraines détenues par les Illuminati et qui sont relayées les unes aux autres par des technologies de déplacement, donc des trains ou autres, je pense, qui sont à à très grande vitesse, qui dépassent la connaissance de la technologie des gens du commun. Donc c'est là où Hunger Games peut être tout à fait intéressant par rapport à ce que nous propose la science-fiction, c'est-à-dire qu'il y a une base, un fondement de réflexion par rapport à ce que cette élite, donc Illuminati, avait comme projet par rapport à notre société. En tout cas pour l'histoire du coronavirus, on voit bien que c'est très clair. L'élection de Trump le démontre aussi, toute la mystification, tout le mensonge qui est autour, c'est que les satanistes veulent effectivement en découdre et passer à une étape supérieure, c'est-à-dire une dictature mondiale, aller au-delà effectivement de ce qu'incarne la gouvernance mondiale par l'ONU, aller bien au-delà de ça, et maintenant donc ils sont en train de vouloir enclencher le pas. Et seulement Trump se trouve sur leur chemin, donc c'est le grand problème. Et donc je le répète, vous avez tous ces nationalistes qui ne disent rien. Et vous avez un élément où rien n'a été dit non plus, c'est quand il y a eu l'attentat de Vienne. Alors c'est toujours le même schéma, bon, le terroriste en question crie à la Akbar, hein, etc. Et il est achevé ou il est tué sur le théâtre d'opération. Et ce qui a attiré mon attention, voilà, c'est que l'attentat de Vienne a été revendiqué par Daesh. Et il y a un livre, donc ce sont des brochures qui font une centaine de pages, que je traduis, hein, que j'appelle les superloges, donc j'ai écrit, donc je fais un peu de publicité en passant, j'ai déjà traduit 3 superloges, ils sont à 16 € chacun, et là, donc, paraîtra en janvier le 4e numéro. Et pour la petite information, il en reste 4 autres encore. Et c'est un homme, donc, qui s'appelle Joël Magaldi, qui n'est pas n'importe qui est au-delà des hommes politiques, parce qu'il devait être le responsable du Grand Orient d'Italie. Et donc il lâche des informations qui ont été reprises en allemand, moi je fais la traduction de l'allemand en français, par un docteur en théologie qui s'appelle Johannes Rothkrantz. Et Johannes Rothkrantz qui analyse donc Magaldi, et Magaldi, donc, je précise, devait être grand maître du Grand Orient d'Italie en 2014, et pour des histoires certainement de conflits internes, ça ne s'est pas fait. En tout cas, cet homme était dans le secret des alcôves, et il lâche des informations détonnantes, notamment celle-là, c'est qu'il y a un certain Larry Fink qui avait été reçu à l'Élysée par Macron, et donc il explique que Larry Fink est un talmudiste, donc ce Joël Magaldi, et il dit très clairement, il écrit, donc je pense que c'est dans les... alors pour Rothkrantz, c'est dans les superloges numéro 2, donc dans ma traduction, donc c'est dans les superloges numéro 2, il dit très clairement que Larry Fink est le plus grand financier de Daesh et d'ISIS. Donc, lorsque vous entendez effectivement que l'attentat de Vienne est revendiqué par Daesh, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Tout simplement que cet attentat aurait pu être préparé effectivement par les mêmes, ou par la même cour, on va dire, qui finance Daesh. Donc on peut se demander, enfin moi j'ai terminé de me poser la question, hein, de toute façon, si tant est qu'un jour j'ai commencé, ce sont des services secrets étrangers, notamment d'un petit État au Moyen-Orient, qui est derrière tout ça. Donc le système, c'est quoi? C'est qu'ils prennent un arabe ou un musulman, et que sais-je, ils le descendent sur place ou juste avant, et puis, comme ça s'est passé à Vienne,
Donc la personne est morte, on crée un passé sur cette personne, bien entendu de terroriste, et les trois autres qui étaient présents, ben, on les retrouvera jamais, et eux certainement appartiennent à à, euh, à des services secrets étrangers. Alors je pense que ce nombre d'attentats va augmenter tout simplement parce qu'il faut créer une diversion par rapport à l'actualité du coronavirus où les gens ouvrent de plus en plus les yeux, voient que le, comment je dirais, l'enjeu du coronavirus, c'est véritablement une dictature mondiale, à tel point même, comme je le démontre, que vous avez des manifestations énormes maintenant qui se propagent. On a affaire à des déclarations donc, de politiciens qui sont de plus en plus débiles, si tant est qu'elles ne l'eussent pas été avant. Et donc voilà où est-ce qu'on en est. Les gens ouvrent les yeux, voient que tout ça, ça ne tient pas la route. Et vous avez toujours donc des scientifiques en plus, hein, de plus en plus de scientifiques qui prennent la parole et qui disent qu'il n'y a rien de logique à tout ça, y compris même des pharmaciens je parlais d'un ami qui est pharmacien, qui m'avait envoyé une boîte donc, de masques où il était écrit que ces masques n'empêchaient pas la transmission donc, de virus. On est dans une ineptie totale et au même titre que la ficelle est aussi énorme avec l'élection de Trump, mais on, a, on assiste à une épreuve de force. On assiste à une épreuve de force, tout simplement parce que ces gens qui constituent ce qu'on appelle l'État profond, qui constituent la franc-maçonnerie, les super-loges, donc je vous renvoie encore à mes livres sur les super-loges, donc le quatrième va sortir en janvier. Ces gens sont pris de court pour X raisons. Ils sont pris de court, ils n'ont plus le choix. Trump leur a fait perdre suffisamment de temps, a remis suffisamment en question leur plan. Ils sont désorientés. Donc le message que moi j'ai adressé aux Français d'abord, c'est que ne désespérez pas, toujours pareil, remplissez les églises, dans la prière vous serez toujours entendus, ne désespérez pas, la Sainte Mère sera toujours à vos côtés, donc je m'adresse à ces commerçants dont on a fait fermer la boutique, réfugiez-vous dans la prière, et il est fort possible que ces mesures ne durent qu'un certain temps, même si c'est toujours trop long, c'est-à-dire quelques semaines. On peut être surpris par un retournement de situation. Euh, enfin, moi personnellement, j'y crois. Je pense que le monde politique qui est en train de prendre des mesures complètement absurdes, ça traduit la déroute d'un système politique. Et on sait bien que la bête est la plus dangereuse quand elle est en train de donner de donner son dernier souffle. La bête est en train de mourir. La démocratie, incarnée par ces pédosatanistes, est en train de crever. Nos hommes politiques sont en train de crever la bouche ouverte. Ils essayent, dans des débats qui sont vains, donc de reprendre le contrôle. Il y a des choses dont on n'est pas au courant, dont les services secrets ou les services de renseignement rendent compte à nos pseudo-dirigeants. Ça, on n'est pas au courant. Moi, je pense que l'actualité, pour les gens qui nous dirigent, est très terne, elle est très noire, et ils savent pertinemment qu'ils ont la tête sur le billot. Ils savent pertinemment qu'ils ont la corde autour du cou et qu'il ne manque plus qu'un coup de pied dans le tabouret pour en finir avec ces gens-là. Donc, gardez patience, priez. C'est toujours le message que j'adresse. Priez, revenez à l'église, et ça peut être très court, et on peut avoir je dirais des nouvelles très salutaires qui arrivent très bientôt. En tout cas, bon courage, tenez bon, et je vous adresse en tout cas toutes mes salutations et tous mes encouragements. Merci.